tu te détaches du regard des autres, plus tu es authentique, plus tu es fort, plus tu réussis. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Dans ce deuxième et dernier épisode, nous retrouvons Elisabeth Moreno, entrepreneuse, activiste, magistrate et ex-ministre. Pour terminer notre conversation, Elisabeth revient sur les éléments marquants de son chemin de transformation. Les moments de doute, mais aussi les rencontres déterminantes, les pratiques qui l'aident à ne pas perdre le cap, l'impact de sa transformation sur elle-même et sur les autres, mais aussi comment elle envisage la suite du chemin. Vous êtes prêts ? Alors on reprend le chemin avec Elisabeth. Sur ce chemin, est-ce que toi tu as développé des habitudes ? Est-ce que tu as eu des influences ou des rencontres qui ont été déterminantes, t'ont accompagné et peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui ? Je t'ai parlé beaucoup des personnes qui m'ont accompagnée individuellement, personnellement, professionnellement. J'aime beaucoup la spiritualité. Je parle pas de religion, là. Je parle de la spiritualité, de ce sentiment que on est une partie d'un tout, qu'on est interconnecté avec le monde, avec le monde du vivant, qu'il y a plus de choses que l'on ne voit pas que de choses que l'on voit. On vit dans une société très rationnelle. Regarde la manière dont on est éduqué. T'apprends à lire, à écrire, à compter, mais tu n'apprends pas à comprendre tes émotions. Pourquoi tu es triste, pourquoi tu es en joie, pourquoi tu es en colère, pourquoi tu as de la rancœur, pourquoi... En fait, je trouve que la machine humaine est la machine la plus complexe du monde. Et elle est livrée sans mode d'emploi. Et donc, tu apprends à la découvrir au fur et à mesure. Et si, en plus d'apprendre à nos enfants à lire, écrire et compter pour qu'ils deviennent des personnes super performantes dans l'entreprise dans laquelle ils apporteront ce qu'ils sont, mais si tu leur apprends pas d'abord à apporter au monde ce qu'il y a de meilleur en elles et en eux, tu passes à côté de quelque chose. Et ça, je l'ai trouvé au travers de la spiritualité. Je l'ai trouvé dans la méditation, je l'ai trouvé dans le yoga, je l'ai trouvé... Donc tu les as intégrés comme des routines, des rituels aujourd'hui dans oui, ton quotidien ? Oui. Quand je suis triste, je m'arrête pour comprendre pourquoi je suis triste. Quand je suis en colère, quand j'ai du pétage de plomb, je me dis mais pourquoi ? À quoi ça me renvoie ? Pourquoi je me mets dans des états pareils ? Pourquoi quand je suis en joie, j'essaye de me dire mais pourquoi ça me donne autant de joie ? Parce que quand je serai dans la galère, je veux me souvenir de pourquoi ça m'a donné tellement de joie. De comprendre en fait comment tu fonctionnes, comment tu réagis, pourquoi tu réagis de telle ou telle autre manière à telle ou telle situation. Qu'est-ce qui fait que tu vas être bien avec quelqu'un et que tu vas détester quelqu'un d'autre ? Tout ça, ça fait partie de la vie. Et moi, c'est vraiment ça qui me rend performante. Justement, comment c'est rentré dans ta vie, en fait, ces routines-là, la méditation ? La lecture, des rencontres, des discussions. Ouais. Je pense que les générations X, Y et Z fonctionnent fondamentalement différemment de nous. Elles mettent leur bien-être avant leur bien-faire. Je vois le défi que ça amène aux entreprises, mais j'ai la conviction que si les gens sont bien, l'entreprise y gagne. Aujourd'hui, l'entreprise est malade. Elle est malade de sa non prise en considération des êtres humains. Je travaille beaucoup sur les questions de diversité, d'équité, d'inclusion. Ne pas avoir la promotion qui va bien parce que t'es une femme. Et on va t'expliquer qu'évidemment que c'est pas pour ça, hein. C'est parce qu'il y a un candidat meilleur que toi. Mais toi, tu sais en ton fort d'où ça vient. Envoyer 300 CV et n'avoir aucune réponse parce que tu mets ta photo et qu'on voit que t'es maghrébin et tu envoies les mêmes CV 10 fois en changeant ton nom
et en ne mettant pas de photos et t'as tout de suite des réponses. Être un homme de 55 ans et être gentiment remercié pour tes bons et loyaux services parce que tu comprends, il nous faut quelqu'un de plus jeune, de plus malléable et au passage qui coûte moins cher. Je trouve que c'est terrible. Et j'adore le monde de l'entreprise parce qu'il m'a permis de réaliser tellement de choses incroyables, d'innover, de créer, d'inventer, de manager, de plein de choses. Et en même temps, il y a une chose qui m'avait frappé une année, je vais pas citer le nom de la boîte, mais je travaillais pour un grand groupe international qui, après avoir annoncé qu'elle allait licencier, je crois, 3000 personnes dans le monde, le lendemain, les actions ont été boostées de 10 points. Oh, je me dis, mais c'est quand même dingue, parce que t'as, 5000 familles qui vont être impactées par une décision purement économique et financière, et le marché financier salue cette décision qui va détruire un certain nombre de vies. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Je ne sais pas comment on s'est débrouillé pour que l'économie qui devait être au service de l'homme a pris tellement de place dans notre vie que maintenant c'est l'homme qui est au service de l'économie. Et on est en train de faire la même chose avec le numérique. L'intelligence artificielle qui est censée être au service de l'homme avec un grand H est en train de se retourner contre nous. Il n'y a aucune intelligence derrière ces outils. C'est nous qui les rendons intelligents. Et ben ça, c'est des choses que je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je me reconnecte à la vie et je me dis qu'il y a des choses il y a des choses qui me font du bien et je me rattache à ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait commencer son chemin de spiritualité? Par où et par quoi commencer? Curiosité. Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les outils numériques, digitaux, etc. parce qu'ils te donnent accès à des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé avoir accès. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, j'ai vu que l'Inde était la meilleure sur ces sujets-là. Et ben, je suis allée sur Internet, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai fouiné. Et le premier voyage de ma vie que j'ai fait seule, toute seule, j'avais jamais, en tout cas, personnellement, j'avais beaucoup voyagé seule pour le boulot, mais j'avais jamais laissé ma famille pour prendre une semaine pour moi toute seule et partir à l'aventure dans un pays que je ne connaissais pas. Je l'ai fait pour la première fois pour aller en Inde du Sud, dans le Kerala, à la rencontre de Amma. Et ça, je crois que ça a transformé. Qui fait des gros hugs. Qui fait des gros hugs. Tu te rends compte? Tu te dis, une femme qui naît dans l'une des castes les plus inférieures de l'Inde, où t'as pas le droit de toucher des personnes qui ont une catégorie supérieure à la tienne, etc. Et à l'âge de 10 ans, elle va dans les maisons des pêcheurs de son village et elle va faire des hugs aux gens. Elle les prend dans ses bras. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent la voir du monde entier. Des centaines de milliers de gens qui font des kilomètres et qui font des heures de queue juste pour qu'elle les prenne dans ses bras. Et ça te montre l'immensité du manque d'affection que les êtres humains ont aujourd'hui. Tu vois ? Le besoin de recréer le lien, de recréer le lien humain. Tu vois, c'est moi je suis très tactile et je touche tout le monde. J'aime bien toucher, sentir les gens, etc. Mais ça ne se fait pas. Tu vois, on est dans des sociétés où chacun a sa place. Ouais. Et pourtant, mais c'est tellement bon de prendre quelqu'un dans ses bras. Et avec juste, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais tu sens que quelqu'un ne va pas bien. Et la personne te dit rien, tu sens juste qu'elle ne va pas bien. Et tu poses ta main sur son épaule ou sur son avant-bras. Et tout de suite, tu sens que quelque chose se passe. Le nombre de fois où j'ai fait ça et où la personne s'est effondrée en larmes. Mais tu vois, et tu te dis, mais qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on se déconnecte de notre humanité de cette manière, au point que tu fasses des centaines de milliers de kilomètres pour aller chercher un hug de 3 minutes. Ouais, c'est d'autant plus paradoxal qu'on est ultra connecté, mais qu'on
n'a mais plus qu'on ne le se, lien. on est ultra connectés, mais on ne se parle plus vraiment. Ma fille me raconte, enfin, j'ai une discussion avec ma fille il y a quelques années. Elle rentre de l'école, elle jette son sac, elle se jette dans le canapé et elle prend son téléphone et je dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je chatte avec mes copines. Je dis mais quelles copines? Bah, les copines du collège. Je dis mais vous venez de vous quitter. Et elle me dit mais oui, mais au collège on se parle pas. Je dis mais vous faites quoi alors quand vous êtes dans les moments de pause? Elle dit je me suis dit mais On est sur le téléphone. je me suis dit mais quelle société on est en train de créer pour nos enfants? Quelle société on est en train de créer? Elisabeth, dans ton parcours qui est long et riche, j'imagine que tu as rencontré des moments de doute ou d'incertitude Plein. sur ton Tout le chemin, peut-être liés à des critiques ou des jugements qui t'ont été faits. Comment toi, tu as vécu en fait ces moments-là et comment tu les as adressés surtout? Fou. Ça dépend de l'époque de ma vie à laquelle c'est arrivé. Quand j'étais plus jeune, je pleurais. Je pleurais. Ça me faisait tellement mal. Ça me faisait tellement mal. Le mépris, le racisme, la condescendance, le validisme, le sexisme, ça me faisait tellement mal. Je me disais, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et puis au fil du temps, j'ai réalisé que les gens qui étaient sexistes, racistes, validistes, parlaient d'eux, ils parlaient pas de moi en fait. J'étais le réceptacle de leur ignominie, mais en fait, ils s'adressaient pas à moi parce qu'ils me connaissaient pas. C'était quelqu'un qui te traite de sale noir. Il parle pas de moi. Il parle surtout de son racisme, de son mal-être, de son ignorance. Donc j'ai appris au fil du temps à me détacher de ce que me renvoyaient les gens. Parce qu'en fait, moi, j'ai été élevée dans une société, tu sais, le Cap-Vert, c'est très petit, donc tout le monde se connaît et on est très dépendant du qu'en dira-t-on. Donc moi, j'ai été élevée avec cet esprit que, voilà, ce que pense la voisine qui habite à 10 kilomètres de chez toi est plus important que ce que toi, tu penses. Donc se détacher de ça, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que la psychothérapie, le coaching, le mentorat, tout ça, c'est important pour te montrer que ton regard est peut-être pas celui qui est juste. Donc là, encore pour s'en détacher, se faire aider. Enfin, c'est Oui, difficile de mais le faire seul. Ouais. Il y a des choses, il y a des bagages que tu ne peux pas porter seul. Il y a des bagages. Je vais te prendre l'image de ces femmes qui portent des fardeaux sur leur tête. Parfois, c'est tellement lourd qu'il faut les aider à déposer ça. Elles peuvent pas y arriver toutes seules avec leurs deux bras. Eh ben, cette aide m'a permis d'avoir un regard sur le monde et sur les gens qui a défait des nœuds et qui m'ont détaché de ce que les gens pouvaient penser. J'ai pas de contrôle sur ce que les gens pensent et disent de moi. Ça ne m'appartient pas. Donc, je focus sur ce que je contrôle, sur ce que je maîtrise, sur ce qui m'appartient. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, j'avoue aussi, et je sais pas, c'est un peu l'œuf et la poule, hein. Plus tu te détaches du regard des autres, plus t'es authentique, plus t'es fort, plus tu réussis. Donc, ça aide, évidemment, mais je pense que plus tu es toi-même, plus tu réussis. Moi, pendant longtemps, j'ai joué des rôles pour coller à ce que je pensais que les gens attendaient de moi. Comme j'ai évolué que dans des milieux très masculins, au début de ma carrière, j'avais un management très masculin. Ça m'épuisait parce que, en fait, on ne se rend pas compte de l'énergie que ça nous prend que de faire semblant d'être ce que l'on n'est pas. Je rentrais chez moi, j'étais toujours épuisée. Et puis un jour, on m'a dit, tu réussiras jamais dans ce milieu parce que tu es trop maternelle. Et la personne m'a dit ça, je ne sais pas s'il y avait de la bienveillance ou de la malveillance, peu importe. Mais elle m'a rendu un service incroyable parce qu'à partir du moment où elle m'a dit « tu ne pourras pas réussir dans ce milieu », j'ai laissé tomber l'injonction de réussite. Je me suis dit tant qu'à ne pas réussir, autant être moi-même. Ça sert à rien de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour en plus ne pas réussir. Et quand j'ai lâché l'idée de la réussite
et que j'ai fait les choses comme je pensais qu'elles devaient être faites, j'ai explosé. Et j'ai conscience quand je dis soyez authentique, soyez vous-même. On est dans une société où il est extrêmement difficile d'être soi-même. Ouais. Extrêmement difficile. Et être soi-même, ça veut pas dire être irresponsable. C'est pas ça. C'est juste de te dire quelles sont mes valeurs. Tu sais, c'est l'ikigai Ouais. japonais. C'est qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes talents? De quoi le monde a besoin? Et comment tu vas contribuer à rendre ce monde meilleur. Si en plus tu es payé pour faire tout ça, t'as tout gagné. Quel conseil, toi, t'aurais à donner à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle? Moi, je peux donner que des conseils qui sont basés sur mon expérience personnelle, et on dit que j'aime beaucoup cette expression qui dit l'expérience des autres est un peigne pour chauve, parce que c'est vrai, mon expérience est la mienne et je sais pas si elle peut fonctionner pour d'autres. Ce que je peux te dire, c'est que des rencontres, tout le monde en fait. On en fait tous. Tu rencontres toujours quelqu'un qui te donne un conseil, que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. Je pense que on a tous plus ou moins l'intuition de ce qui est bon pour nous, mais on le fait ou pas. Devenir soi, ça demande beaucoup de travail, ça demande certains sacrifices, se séparer des personnes toxiques, reprendre ses études, changer d'environnement, reprendre des formations. C'est pas simple, mais tout dépend de l'énergie ou de l'investissement que tu as envie de mettre dedans. Moi, quand j'ai commencé à voir un psy, je gagnais pas très bien ma vie, et je crois que ça me coûtait 85 € de l'heure. Ben, c'est 85 € que je mettais pas au resto ou dans l'achat d'une jolie robe. Parce que, en fait, c'est des choix. Je crois que souvent, la vie, c'est des choix. Et c'est des choix qui sont parfois difficiles, douloureux. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu as envie de vivre ta vie ou de passer à côté? Il y a une vingtaine d'années, j'ai lu un livre qui a vraiment changé mes perspectives sur beaucoup de choses. C'est un livre de Bronnie Ware, The 5 Regrets of the Dying. C'était une infirmière qui accompagnait les malades en fin de vie. Ce sont des gens qui savaient qu'ils allaient mourir dans la semaine ou dans le mois qui arrivait. Et elle disait, quand tu sais que tu vas mourir, tu ne triches pas. Et elle a eu l'idée de leur poser la question de savoir quels étaient leurs 5 plus grands regrets. Le premier regret des mourants, c'est de ne pas avoir vécu leur vie. Tu te rends compte? Tu arrives à la veille ou à l'aube de la fin de ta vie et tu te rends compte que tu es passé à côté. C'est terrible. Ouais. Ce que tu dis, c'est que on a tous l'intuition de ce qui est bon pour nous, plus ou moins. Mais suivre ses intuitions, c'est pas simple. Hein. Voilà. Et la question que je me pose, c'est que une fois qu'on sait ce qui est bon pour nous, comment on clique, tu vois, et comment on passe à la prochaine étape de mettre en œuvre fondamentalement ou se diriger vers le chemin de ce qui est bon pour nous. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Moi, j'ai divorcé. Je pense que c'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre de toute ma vie, parce que comme beaucoup de femmes, je rêvais de faire un beau mariage réussi avec plein d'enfants, une grande maison au bord de la mer. Là. Tu as les rêves qu'on peut avoir. Et puis quand tu te rends compte que tu t'es trompé et que c'est pas ce que tu imaginais, c'est tellement difficile parfois de revenir en arrière quand tu sais que tu as fait une erreur. C'est tellement difficile. Ça demande énormément de courage. Eh ben, je l'ai fait. C'était terriblement douloureux, difficile, compliqué. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne serais jamais devenue ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Et comment t'as trouvé le ressort, en fait, de ce courage? Tu penses, qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait prendre cette décision? Je crois que j'ai un instinct de survie au-delà de la moyenne. Je dis ça sans arrogance, Mmh. mais vraiment parce que
je me sentais mourir à petit feu Ouais. à l'intérieur. Je sentais que j'allais devenir folle. Quand tu as l'impression d'être dans une vie qui n'est pas la tienne, d'être dans une histoire où tu sais que t'es pas là où tu dois être Mmh. et tu le sens du plus D'accord. profond de ton être et tu sais pas quoi faire. Ouais. Donc t'as l'impression d'étouffer, Ouais. comme si t'allais mourir tellement t'es pas bien. Ouais. Et on peut avoir ce sentiment dans un couple, on peut avoir ce sentiment dans un job, on peut avoir ce sentiment dans une relation d'amitié. Et ben, dans ce cas-là, c'est l'intuition dont tu as besoin pour partir. Mais entre le fait de le savoir et le fait de mettre en œuvre, il y a un monde. Mmh. Et, et c'est comme ça aussi que j'ai compris certaines choses sur la volonté humaine. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu sais que quelque chose est mauvais pour toi que tu vas t'en détacher. Tout le monde sait que fumer tue. Pour autant, on continue de fumer. Tout le monde sait que trop boire est dangereux pour la santé. Pourtant, tu continues de le faire. Tout le monde sait que les écrans sont mauvais pour nos enfants. Pourtant, ils se retrouvent, la proportion des jeunes qui se retrouvent avec un écran entre les mains à l'âge de 3 ans est terrifiante. Donc, c'est pas le fait de savoir une chose qui te permet de transformer. Ce qui te permet de transformer, c'est l'action. Et donc, j'ai appris avec le temps, quand je prenais une décision difficile, je comptais 1, 2, 3, 4, 5 et je fonçais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu plonges dans de l'eau glacée. Tu sais que l'eau est glacée, mais tu sais que plus tu vas attendre, moins tu auras le courage de te jeter à l'eau. Donc, quand tu as bien réfléchi, bien mûri une décision, et que tu sais que c'est la bonne, et tu sais, en vérité, tu sais jamais totalement si c'est la bonne, jusqu'à ce que tu rentres dedans. Mais parfois, il faut te faire confiance et sauter dans Mmh. le bain. Ouais. Et il faut pas laisser ton cerveau, parce que le cerveau est en permanence en mode protection. Et le cerveau a peur de l'inconnu. Et donc, son rôle, c'est de te protéger du danger potentiel. Faut pas le laisser gagner. Alors que tu as l'intuition que tu devrais le faire, Ouais. mais ton cerveau te donne toutes les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas le faire. Mmh. Donc, j'ai appris à, allez, ok, si c'est ça, il faut que tu fonces, quoi. Ouais, et à bien t'écouter, écouter tes émotions, écouter tes sentiments, et pas nécessairement rationaliser tout le temps nos choix. Ben, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu es triste dans une relation pendant 6 mois, bon, 1 an, bon, 5 ans, à un moment donné, il faut avoir le courage de te dire c'est pas possible. Et c'est pareil dans ta boîte. Si t'es malheureux 6 mois, ok, fair enough. 1 an, ça commence à faire beaucoup. 5 ans, c'est de l'auto-destruction. Et ta vie est beaucoup trop précieuse pour que tu la passes dans un endroit que tu n'aimes pas, alors qu'il y a des endroits qui ont désespérément besoin de toi. Donc on l'a vu, Elisabeth, ta transformation personnelle est intervenue sur une longue période. Tu as beaucoup cheminé. Quel impact finalement cette transformation a eu sur toi-même et aussi sur les autres? Ah, j'adore cette question parce que, en fait, je me suis rendu compte que plus tu réussis, plus les gens qui sont autour de toi réussissent. C'est mathématique. Parce que, en fait, tu es dans une dynamique et dans une énergie positive qui te permet d'emporter avec toi. Ben moi, j'ai constaté que plus je réussissais, plus j'avais envie que les gens autour de moi réussissent. Et plus je trouvais les leviers pour les emporter avec moi. Alors, c'est important aussi de te dire que tu peux pas emmener avec toi des gens qui n'ont pas envie. Souvent, quand je mentore des femmes, elles me disent apprenez-moi à motiver mes équipes. Et je leur dis oh là, je vous arrête. Vous pouvez pas motiver vos équipes. Vous pouvez créer les environnements propices à la motivation, à la performance, à la réalisation de vos objectifs collectifs. Mais quelqu'un qui n'est pas motivé, tu vas pas lui faire une injection de motivation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours faire ce qui est sous ton contrôle. La motivation ou la démotivation des gens leur appartient. Et il y a tellement de facteurs que tu ne connais pas que tu peux pas jouer là-dessus. En revanche, créer l'environnement dans lequel chacun va trouver sa place,
chacun va trouver les leviers, chacun va se sentir suffisamment empowered pour faire ce que il ou elle a à faire de la meilleure manière qui soit, ça, c'est sous ton contrôle. Fais ça et tu verras que le résultat sera la motivation de tes équipes. Moi, je dis tout le temps, je n'aurais jamais réussi sans mes équipes. Jamais. Mais bien qu'on m'ait dit au début de ma carrière que je réussirais pas parce que j'étais trop maternelle, j'étais extrêmement exigeante vis-à-vis de mes équipes. Mais quand elles avaient besoin de moi, j'étais là. Personne n'avait le droit de les maltraiter. J'étais une lionne, une louve, très protectrice, mais ça ne m'empêchait pas d'être extrêmement exigeante vis-à-vis d'eux. Parfois, je l'ai bien fait, parfois, je l'ai mal fait, mais en tout cas, mon intention, c'était celle-là. Je vais être exigeante vis-à-vis d'eux parce que je veux qu'on réussisse, parce que plus on réussira, plus on gagnera de l'argent, plus on nous respectera, plus on performera, Et ce moteur-là, c'est ta responsabilité de créer cet environnement-là. Et donc, pour répondre à ta question, je te dirais que je vois bien l'esprit de mes filles. Aujourd'hui, je vois bien l'esprit de mes sœurs et frères. Je vois bien l'esprit des gens qui m'accompagnent dans mes aventures. Cette folie douce que j'ai de me dire que tout est possible, je pense que je leur ai transmise. Et donc, ça les amène à embrasser des projets dingues auxquels ils sont les seuls à croire. Mais on s'en fiche du moment que eux y croient. Super. On arrive à la fin de notre échange. Elisabeth, peut-être une dernière question sur la suite du chemin. À quoi ça ressemble pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé, cette suite? J'ai appris à mettre un pied devant l'autre. Vraiment, dans cette idée du chemin, je serais incapable de te dire quelle est ma destination aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que je veux avoir un impact positif sur le monde. Et comme disait, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, j'ai bien compris au bout de toute cette vie que je ne pourrais pas changer le monde, mais je veux faire ma part. Alors Elisabeth, c'est pas tout à fait fini puisqu'il y a une tradition dans ce podcast. Avant de te laisser partir, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? En ce moment, je lis L'intelligence artificielle n'existe pas. Luc Julia. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Ain't no mountain high enough. Ok. Quelle est ta citation préférée? Shoot for the moon. If you miss it, you will land on the stars. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Nelson Mandela, Simone Veil, Amilcar Cabral. Il y en a plein. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Infirmière. Comment commences-tu ta journée? Méditation, yoga. Quel talent aimerais-tu avoir? Voyager dans le temps. Quelle est ta plus grande force? Optimisme. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? L'amour. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Sois toi-même. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Le rire. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que tout est possible. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'hypocrisie. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La jeunesse. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Que j'ai fait des choses qui ont amélioré la vie des gens. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Le chemin vers moi-même. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je deviendrai médecin. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? N'aie pas peur. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Fatoumata Kébé. Elle veut aller sur la Lune. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ton témoignage inspirant. Et à très vite. On a hâte de voir quelle sera la suite de l'aventure pour toi. Merci pour ton invitation et bravo pour cette belle idée du chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de cette deuxième conversation avec Elisabeth. Premièrement, que nous soyons tristes ou joyeux, essayons de comprendre le ressort de nos émotions. Comprendre nos émotions nous permet d'apporter au monde ce qu'il y a de meilleur en nous. Deuxièmement, dans la mesure où ce que les gens pensent et disent de nous ne nous appartient pas, choisissons de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, pas sur ce qui nous échappe. Troisièmement, nous nous épuisons souvent à jouer des rôles pour coller à ce que les autres attendent de nous. Plus nous nous dégageons du regard des autres, plus nous sommes nous-mêmes, plus nous réussissons. Quatrièmement, progresser dans une meilleure connaissance de nous-mêmes est une étape nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui nous permet véritablement de nous transformer, c'est l'action. Alors faisons-nous confiance, décidons et jetons-nous dans le bain. Et enfin, il n'est pas en notre pouvoir de motiver les autres autour de nous. En revanche, nous pouvons créer l'environnement propice à leur motivation
et à la réalisation de nos objectifs communs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.